On va continuer avec notre première battle de la journée. Donc je vous réexplique le principe des battles. Elles vont se dérouler en trois rounds. C'est difficile à dire pour une Antillaise, hein, ça. 3 rounds. Et c'est, enfin, il faut d'abord que vous soyez né en Martinique et tout ça, puis essayez de le dire. Donc 3 rounds qui vont durer à peu près 8 minutes chacun, pendant lesquels nos deux débatteurs vont pouvoir s'exprimer sur un point concernant le sujet global dont ils débattent. Je vous invite donc très chaleureusement à faire part de vos réactions, positives ou négatives. Bon, on est quand même entre gens bien élevés, hein, donc évidemment, ni insultes, ni propos désobligeants, mais on peut faire part de sa désapprobation, et puis à la fin, vous allez voter. Bon, j'ai envie de dire à cri levé, mais en tout cas avec vos applaudissements. Des applaudissements, il nous en faut pour accueillir nos premiers duellistes. Sajida Zouari, elle est ingénieure et architecte blockchain. Vous pouvez l'applaudir. Présidente du groupe de réflexion Health et Blockchain. Et Marc Owen, cofondateur de Leadership, créateur de nombreuses entreprises et project lead sur l'infrachain. Merci de les applaudir. Alors cette première battle, elle est intitulée Décentraliser la confiance, le mythe de la blockchain. Sajida, je vous laisse vous installer ici. Marco Owen ici. Première battle, donc première joute de la journée, elle porte sur les blockchains. Réelle opportunité pour un monde plus horizontal, plus partageur, plus juste, ou nouvelle cash machine pour un capitalisme financier toujours plus ingénieux. On va en parler avec vous deux. Je laisse le public deviner qui parlera pour quelle partie, quel point de vue sur cette question. Est-ce qu'on est prêt en régie à lancer les chronos, les infographies, et est-ce qu'on peut démarrer? On est prêt pour ce premier round. Alors la blockchain, pourquoi faire? Vous avez fait un tirage au sort? Et qui commence alors? Parce que j'ai pas été informée. Donc c'est Marco qui commence. La blockchain, pourquoi faire? On débute avec vous, Marco, c'est parti. Bon, la blockchain, comme on sait tous, ça a commencé avec le Bitcoin. On a eu une flambée à 1 000 €, on a eu une flambée à 20 000 €. On a eu plusieurs, comme mes amis dans l'industrie l'appellent, des nuclear winters de tout ça. Et on a vu une évolution qui est quand même très difficile à gérer et où on ne peut pas trop comprendre pourquoi les choses se passent comme ils se passent et on ne connaît pas tous les aboutissants. Ça, c'est un côté, et comme j'appelle toujours, c'est un peu le grand ou le premier use case de la blockchain qui, certes, s'est créé autour de cette Bitcoin. Mais la blockchain, en fait, est beaucoup plus si elle est bien utilisée et si elle va être bien utilisée dans le cadre d'une utilisation, de décentralisation de la confiance, pour autant qu'elle est utilisée pour la décentralisation de la confiance. Ce qui ne se fait pas toujours. Quand je vois l'évolution aujourd'hui avec des private chains dans des caves des data centers bien privés, on dit on va faire de la blockchain, mais finalement, comme je dis très souvent, il faudrait mieux prendre une bonne base de données Oracle et ça sera beaucoup plus efficace parce que finalement, on n'a plus de consensus à mettre en place. Et aujourd'hui, on est entre ces deux mondes. Le monde tout à fait décentralisé, cette effervescence de changer le monde avec quelque chose. Et de l'autre côté, une technologie, comme tu as bien dit, qui nous montre en fait que on veut s'approprier, c'est un buzzword, on va s'approprier, on va créer une blockchain. Et où va être la réalité? Alors on va poser la question à Sajida. Vous êtes dans ces deux visions-là, vous vous situez où, Sajida? C'est vrai qu'aujourd'hui, si on est raisonnable, une base de données, c'est beaucoup plus performant qu'une blockchain. Mais ça, c'est si on pose de manière peu précise les termes du débat. À ce moment-là, pourquoi on est là, pourquoi on travaille dans le domaine de la blockchain? C'est parce qu'on y a vu dans cette technologie quelque chose de plus qui n'est pas permis dans les technologies actuelles.
Donc moi, mon point de vue sur la blockchain, pourquoi faire, c'est de vraiment comprendre les valeurs de proposition de cette technologie, et en l'occurrence, le fait qu'elle permette à des personnes qui sont pas forcément, je dirais, qui ne se font pas forcément confiance, de collaborer, de travailler ensemble. Donc si on commence à approcher la blockchain non pas seulement comme une tech, comme un portail, j'ai entendu des personnes me parler de est-ce que la blockchain est un site web, est-ce que c'est une app, ils ont du mal à saisir ce qu'est la blockchain, parce que c'est un changement de paradigme et que ça a un pan à la fois technologique, social et économique. Et une fois qu'on arrive à voir cette technologie-là, cette innovation-là dans son ensemble, on peut mieux en comprendre les conséquences et les impacts pour notre société, pour la façon dont on construit les systèmes de demain et pour les services qu'on utilise au quotidien. Oui, mais pour en faire un outil, encore une fois, de démocratisation, de partage, d'horizontalité, de suppression des intermédiaires, ou pour en faire, je reprends mon terme de tout à l'heure, une cash machine. Alors, je pense que c'est un petit peu comme dans toutes les nouvelles opportunités, il y aura un groupe de personnes qui voudront en faire une cash machine, donc notamment des personnes qui se disent vouloir révolutionner le domaine de la finance et qui en fait ne font que reprendre la blockchain, le bitcoin et la communauté qui s'est créée derrière pour finalement recréer une niche sur laquelle pour une fois ils auront le contrôle puisque maintenant ils sont au bon endroit au bon moment. Donc ça c'est une réalité. Mais en réalité si on se projette au niveau du long terme, la blockchain a le potentiel d'avoir le même impact qu'a eu Internet. Et c'est très intéressant comme parallèle et je pense qu'on va l'utiliser souvent comme analogie puisqu'il y a des erreurs qui ont été faites avec Internet. On a aujourd'hui le recul. Donc on a vraiment, je pense, toutes les informations pour avancer de manière beaucoup plus raisonnée. Oui, je vous laisse terminer. Vous allez dire d'avancer de manière beaucoup plus raisonnée dans la manière dont on design les services de demain. Marco, aussi révolutionnaire qu'Internet, la blockchain? Oui, elle a ce potentiel. Maintenant, c'est avec beaucoup de bonnes technologies. Est-ce qu'elle va vraiment voir le jour en autre chose que dans des crypto-monnaies ou dans du Bitcoin ou du Ether? C'est ça, en fait, la grande question aujourd'hui. C'est que est-ce que la blockchain on va vraiment développer dans une direction où on va l'utiliser et on va plus en parler. Je fais toujours la comparaison avec on a tous envoyé des emails ce matin ou fait du WhatsApp, on a tous fait du TCP/IP, on n'a pas dit qu'on a fait du TCP/IP, on a fait des emails. C'est qu'on en parle d'une technologie qui est une technologie de base qui doit vraiment se démocratiser comme un layer en dessous. Qui aujourd'hui on ne sait pas si ça va le faire parce qu'il y a trop de problématiques qui ne sont pas encore vraiment gérées, parce que d'un côté, on a les public chains qui sont tout à fait ouvertes, mais qui représentent d'énormes problématiques dans le cadre législatif et régulatoire de nos jours. Et de l'autre côté, on a, comme dit tout à l'heure, on a des environnements qui sont mis en place et qui finalement n'ont aucune raison d'être en blockchain. On voit tous les jours, je vois tous les jours des use cases qui me sont présentés en blockchain et je me pose la question, mais pourquoi tu utilises la blockchain? Alors on va en parler dans le deuxième round des public chains et des private chains. Sajida, bon, on vient d'entendre les réserves de Marco sur les blockchains. Comment faire? Est-ce que les blockchains, finalement, ça reste un outil qui amuse les jeunes les plus dynamiques, les plus créatifs, et qui, de toute façon, sera récupéré par des moins jeunes, un peu plus rationnels et un peu plus orientés sur la profitabilité? Il y a un petit peu tout ça qui est en train d'arriver. Déjà, pour reprendre sur un point qu'a soulevé Marco et que j'entends souvent, mais qui m'embête quelque part, c'est qu'on attend de la blockchain quelque chose, un stade d'évolution et de maturité que Internet lui-même a mis énormément de temps à atteindre. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a inventé TCP/IP, où www est apparu, ou même le pour l'adresse email, et YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, même tout cet avènement des nouvelles évolutions en fait d'Internet, il s'est passé des décennies. Donc on ne peut pas attendre d'une technologie qui, avec le Bitcoin, est née en 2009, avec Ethereum, qui est plus un ordinateur mondial qui permet de faire des applications et des services plus avancés, qui est né en 2015, d'avoir des killer apps et de répondre à tous les critères de business model, j'ai un marché, j'ai de l'adoption utilisateur, la technologie obtient les mêmes performances que les technologies actuelles qui sont là depuis plus d'une trentaine d'années. Tout ça, exactement au même moment que les technologies actuelles. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc c'est une première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Déjà, un des
pain point, comme on dit, un point sur lequel on doit travailler, c'est l'adoption utilisateur. Aujourd'hui, moi je le vois dans la communauté blockchain, c'est vraiment beaucoup d'experts techniques, c'est très geek, comme on dit, très développeurs, et ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui connaissent le monde réel. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont de l'expertise métier et qui savent quelles sont les problématiques du monde dans lequel on vit. Et donc du coup, il y a une espèce de fossé et qui est malheureux, et je pense qu'il faudrait ramener beaucoup plus de profils qui viennent des entreprises, qui viennent des ONG, qui viennent des associations, du politique, dans le domaine de la blockchain pour qu'ils apportent leur éclairage. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, je pense, pour trouver des applications de demain qui ont du sens et ne pas être juste sur de la hype, du buzzword, etc. Marco, le mot de la fin de ce premier round pour vous. Du coup, est-ce que des gens sensés et encore une fois créatifs réfléchissent aux meilleures applications, aux meilleurs développements des blockchains? Oui, on voit très clairement au-delà des gens, je dis toujours, qui ont levé de l'argent pour s'acheter des grosses voitures et des îles un peu quelque part. Au-delà de ça, on voit vraiment des projets qui font énormément sens et il y a vraiment des mouvements de changement ou des volontés de changement des choses. Je prends Aragon, je prends Colony, je prends des projets qui me sont un peu à cœur autour de la nouvelle gouvernance, où on voit vraiment de l'évolution dans le bon sens, qui sont effectivement, et je l'appelle toujours, c'est des expérimentations qui vont pas forcément aboutir, mais c'est un test, on va pouvoir construire dessus. Deuxième round, si vous le voulez bien, une blockchain, des blockchains. Alors des blockchains, on a différents types aujourd'hui. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure avec Marco. La blockchain évolue, comme vous nous le disiez tout à l'heure, Sajida. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, ou est-ce qu'on doit opposer blockchains publiques et privées? On commence avec vous, Sajida. Alors, il faut commencer par les origines. Quand le concept de blockchain a été créé, c'était pour servir un projet qui était celui de la création du protocole Bitcoin. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut recréer les mêmes propriétés qu'on a avec du cash, mais de manière virtuelle. Donc, si j'ai envie de donner un billet de 20 € à quelqu'un dans la salle, ça m'est très facile, j'ai juste à aller vers la personne et à le lui donner. Si cette personne-là est en Malaisie ou au Venezuela, ça va être un petit peu plus compliqué, on est obligé de passer par le système bancaire, avec tout ce qu'on sait en termes de latence et de frais, etc. Donc, du coup, comment créer du cash peer-to-peer. Et la blockchain est venue répondre à ça en résolvant des soucis de ce qu'on appelle de double spending, comment recréer les propriétés d'une monnaie, un bitcoin doit être unique, ne peut être dépensé qu'une seule fois, etc. etc. Donc la blockchain, en fait, n'est juste qu'un design, c'est juste un design. Et donc, comme dans tout en technologie, il existe plusieurs designs et il faut l'adapter aux fonctionnalités qu'on veut et aux contraintes qu'on a. Donc, bien sûr, il y a plusieurs blockchains, bien sûr. Ce qui va varier, et pour comprendre à quel point elle se différencie, c'est les modules qui la composent. Donc, pour faire très simple, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément les blockchains, on a un réseau de nœuds qui communiquent de manière pair à pair. Chacun de ces nœuds possède un registre local où il maintient toutes les transactions qui sont passées dans le réseau. Et il est extrêmement difficile de modifier ce registre, c'est-à-dire d'ajouter une nouvelle transaction, mais pour autant, c'est très facile de le consulter. Donc, il y a énormément de transparence. C'est pour ça qu'on parle de transparence dans la blockchain. Et pour que ces personnes-là se mettent d'accord, ces machines-là, pour ajouter une nouvelle transaction, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un consensus. Et c'est vraiment ça la pierre, je dirais, angulaire des blockchains, puisque la manière d'atteindre ce consensus va varier. Et dans le Bitcoin, on utilise la preuve de travail pour prouver que la personne a envie de dépenser son énergie pendant 10 minutes pour jouer le jeu. Mais il y a d'autres blockchains, typiquement en termes de blockchain privée, je pense que Marco va en parler, où comme le niveau de risque en termes de l'environnement et les personnes qui font partie du réseau est beaucoup plus faible, on n'a pas forcément besoin de demander une preuve aussi forte et aussi, je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler, énergivore. Une réaction rapide, Marco, au propos de Sajida, et puis ensuite je voudrais que vous nous disiez, parce que là on parle de décentraliser la confiance, est-ce qu'on peut décentraliser la confiance et faire confiance aux blockchains privées ou pas? Alors je vous laisse d'abord réagir peut-être à ce que Sajida disait à l'instant. Très clairement, au niveau de la privée, c'est toujours une question. C'est quand on est dans une discussion avec un État, il va dire pourquoi on a besoin de décentraliser la confiance. Vous faites confiance à l'État. Bon, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les gens en font de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des nouvelles logiques à mettre en place. On pourrait s'imaginer que des registres de l'État seront mis à l'État, mais aussi à toute une panoplie de sociétés ou d'associations qui en font partie de cette société et qu'on crée cette confiance qui est perdue
dans le monde ou dans la démocratie, dans la logique comme elle est aujourd'hui, et de mettre ça en place. Je crois que ça, c'est vraiment une application qui pourrait faire sens. La problématique aujourd'hui, c'est que quand on parle des public chains, c'est que les public chains agissent en fait en dehors des lois et des législations de partout. Ce qui était le but de Satoshi quand il l'a créé, et tant mieux. Maintenant, si une société veut lancer son projet et veut vraiment rentrer dans une logique d'utiliser cette technologie, elle est toujours contrainte à cette législation. Elle n'a pas le choix de s'y plier. C'est-à-dire que n'importe quelle application qu'ils vont lancer vont toujours être dans cette logique de régulation. Il faut avoir un SLA, il faut connaître ses contreparties, il faut avoir de l'enforcement légal, legal enforcement, je ne sais pas comment vraiment dire ça en français, et on ne peut pas faire ça dans des chaînes publiques aujourd'hui. Maintenant, la technologie, j'espère, va évoluer, mais aujourd'hui, à l'état actuel, on a vraiment du mal à pouvoir faire ça. Et c'est là où il y a ces mondes, qui en fait, ce monde hors la loi, avec le monde de la loi qui se heurte, et il faut trouver les compromis pour que cette technologie aujourd'hui puisse être utilisée aujourd'hui et pas dans 5 ou 10 ou 20 ans. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les États et certains États qui sont moins regardants, moins exigeants que d'autres sur ces questions-là? Il y en a aussi qui l'utilisent dans leur fin et qui de l'utopie, on parle d'un monde décentralisé du droit, mais qui parle de la dystopie où tous nos données sont pour toujours loquées et la simple chose que je fais sera sortie d'ici 20 ans par un gouvernement. Quand on regarde ce qui se passe en Chine actuellement, c'est dans cette direction que ça va. Oui, il y a cette problématique, très clairement. Sajida, comment on fait pour s'en protéger ? Nous, citoyens, alors du coup? S'en protéger, déjà, c'est un terme... Non, mais déjà, pour rebondir sur ce qui a été dit, je ne suis pas spécialement d'accord sur le côté hors la loi, etc. Déjà, la partie... les entreprises qui utilisent aujourd'hui des blockchains privées, pour moi, c'est un petit peu les petits trous au niveau du vélo. C'est juste qu'ils ont peur. C'est pas tant que la blockchain ne peut pas répondre, la blockchain publique ne peut pas répondre à leurs exigences, puisque avec un budget et une bonne équipe d'ingénieurs, on peut y arriver. C'est juste que ça perturbe tellement la chaîne de valeur et le système qui est en place auquel ils sont habitués qu'ils ont forcément peur d'y aller. Moi, c'est plutôt ça, et je vois vraiment la blockchain privée comme un petit peu le step qui va nous permettre d'arriver à la blockchain publique. Et si on regarde pour Internet, c'est un peu ce qui s'est passé. Au départ, IBM et d'autres grands acteurs étaient en train d'essayer de créer leur protocole. C'était ça qui était vu comme la chose sensée à faire, et Internet était le petit mouton noir. Aujourd'hui, Internet... Apprenez-moi comment on va pouvoir stopper une application sur Ethereum qui doit être, qui justement est dans une logique d'enfreindre la loi. Comment on va pouvoir la stopper? Et justement, c'est une bonne remarque. Il y a eu la problématique de la DAO, où il y a des fonds qui ont été détournés suite à une brèche. Suite à ça, il y a eu des guidelines qui ont été mises en place sur la sécurité avec un kill switch. Et donc maintenant, il y a eu... Enfin, on ne va pas rentrer dans les trucs techniques, mais on peut transférer des smart contracts en termes de propriété à d'autres smart contracts. Donc l'être humain, moi, on va dire, j'essaye d'avoir en tout cas confiance dans le fait que l'être humain puisse apprendre de ses erreurs. Mais d'abord, il faut les commettre. Donc il faut permettre aux gens d'aller expérimenter et se tromper pour ensuite améliorer ces technologies. C'est ce qui est en train de se passer avec la blockchain publique. Ça avance de manière pas forcément extrêmement rapide. C'est pas dans un environnement corporate, mais c'est en train d'avancer. Et je pense que sur le long terme, c'est sur ça qu'il faut miser. Oui, et pour moi, la blockchain privée, c'est vraiment c'est de l'intranet. Aujourd'hui, Instagram, ça tourne pas sur intranet, Facebook non plus, Wikipédia non plus. Donc. Je vous donne un petit peu de temps, Marco, parce que vous êtes en retard en temps de parole. Pas d'accord avec ce que dit Sajida. Je suis, on discute sur différents time frames. Je suis tout à fait d'accord que, et j'espère bien que l'être humain va gérer ces problématiques-là. Ils ne sont pas gérés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une technologie qui est maintenant en hype depuis, disons, 5 ans et qui ne voit toujours pas vraiment de l'application réelle mise en place à grande échelle. Et on n'a pas le temps d'attendre vraiment que la public chain est prête, dans le sens que on ne sait pas si effectivement on est encore intéressé à utiliser ça, parce que le monde va vite. Maintenant, on parle plus de l'intelligence artificielle qu'on parle de blockchain. On aurait eu cette discussion, ça fait 2 ans, on n'aurait pas parlé de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où aujourd'hui, je crois qu'il faut trouver des solutions
maintenant, qui sont certes des compromis, mais qui permettent d'aller vers le but. Et là, on est entièrement d'accord. Dans le futur, on aimerait avoir des plateformes public chain qui peuvent nous servir pour les applications en général. Troisième round, on va poursuivre un petit peu sur ce que vous venez de dire, Marco. Alors, la blockchain libertaire ou libérale? Je reviens à la philosophie, un petit peu, on boucle la boucle du début de notre discussion. Est-ce que cette blockchain, ces blockchains, il faut les voir encore et rêver qu'elles soient un peu, je sais pas, on va dire, en prenant un raccourci à l'image du parti pirate, ou est-ce qu'elles vont de toute façon se transformer et devenir des outils financiers comme d'autres? Je vais commencer par Marco sur ce sujet-là. C'est une bonne question. L'Internet libertaire, libéral, je crois qu'aujourd'hui, on a une technologie qui a ce potentiel vraiment de remanier la façon comment l'être humain se fait confiance. Parce qu'on a de la technologie qui nous permet, on a l'Internet, on a cette technologie. Avec quelle rapidité on est capable de mettre ça en place, c'est justement ça où je crois qu'on a le seul désaccord. C'est que je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas capable à faire confiance à un Bitcoin ou à un Ethereum. Je prends un exemple qui m'a beaucoup fait marrer. Quand tu as parlé du DAO, quand il y avait le hard fork, on dit qu'on est décentralisé, toute cette communauté décide en communautaire. Vitalik, qui est un homme, Buterin, qui est un homme brillant, décide de faire un fork et tout le monde dit oui. Alors, proposé, les gens ont accepté. Je suis tout à fait d'accord. La subtilité de la chose. Oui, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Mais ce que je veux montrer avec ça, c'est que on n'a pas encore compris vraiment à comment organiser cette logique de décentralisation de la gouvernance. Et ça, c'est la grande problématique derrière toute la logique de la blockchain ou des public chains, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver une façon où si on est vraiment décentralisé, on n'a pas une hiérarchie. Et on sait très bien que Vitalik Buterin ne veut pas être ça, mais il l'est par de fait parce que il a cette autorité. Et ça, c'est la problématique qu'on doit avant tout gérer, parce que la technologie, on la développe, il n'y a pas de problème. C'est plutôt le mindset de l'être humain qu'on doit changer. Sajida? En fait, moi, je pense que sur les faits, on est d'accord. La blockchain est peu mature, ça va prendre du temps de la développer. C'est la façon dont on utilise ces arguments-là pour ensuite promouvoir un certain type de blockchain qui me dérange, parce qu'il faut voir ça avec bienveillance. Typiquement, il y a plusieurs façons de voir l'événement de la DAO qui s'est produit, et effectivement, ça a été un peu choquant pour la communauté, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gens ont pu choisir, et qu'il y a une fork qui s'est créée avec des gens qui ne sont pas d'accord, qui ont continué à maintenir la chaîne originale. Aujourd'hui, si Microsoft décide de pousser une update sur mon ordinateur, je ne peux absolument rien faire. Donc on est quand même sur un changement de paradigme. Et dans la blockchain, sans tomber dans des choses pirates, un petit peu anxiogènes, il est vrai qu'on commence à donner un pouvoir plus grand aux personnes, à nous tous, mais ça vient aussi avec plus de responsabilités. Et c'est ça que je pense qu'on n'est pas spécialement encore prêt à gérer. Ça, c'est vrai. Mais le potentiel de cette technologie-là, et j'insiste sur la partie blockchain publique, il est vraiment présent. Et il va au-delà de la spéculation, il va au-delà de... Même si on prend le Bitcoin, qui a quand même une image assez sulfureuse, heureusement qu'il y avait le Bitcoin pour les personnes au Venezuela qui ont vu leur monnaie complètement dérailler et qui ont pu... des mères de famille, etc., qui ont pu utiliser ces technologies. Et pourtant, on se dit, oh là là, c'est compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, si on faisait un petit atelier, installer votre wallet, je suis sûre qu'il y a des personnes qui diraient, ça a l'air complexe. Et pourtant, dans la vraie vie, des personnes ont utilisé ça pour sauver leur famille. Donc, s'il n'y avait pas eu cette blockchain publique, face à un État qui était en train de concrètement leur pourrir la vie, ces personnes n'auraient pas eu d'échappatoire. Donc, il ne faut pas utiliser certains arguments pour tout jeter à la poubelle. Ça serait trop facile de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est tout ce que je dis. Mais après, pour tout le reste, ça fait quelques années que je design des systèmes et il y a énormément de progrès à faire. Il faut que des personnes, comme je le disais, se joignent à nous dans l'écosystème, apportent leurs expertises métiers, leur vision justement corporate, entreprise, institutionnelle. Tout ça évolue à des vitesses extrêmement différentes. Si on arrive à trouver le moyen de s'asseoir, de parler et de se mettre d'accord, je suis sûre qu'on pourra faire énormément de choses. Bon, alors Marco, la blockchain peut sauver le monde? Oui. Non. Oui, clairement, je crois que... Bon, là, je sors de mon rôle, mais clairement,
on a une opportunité inédite, c'est qu'on a aujourd'hui un monde qui peut communiquer sans frais à tout moment, à n'importe quelle place. On a une technologie qui peut faire prendre et acter des décisions n'importe où, à quel moment au monde. Et c'est énorme. Mais on avait ça déjà, quand on a eu le lancement de l'Internet. Et on a cru que maintenant, on a déjà... Mais on a quand même laissé faire. On a quand même... moi, je me rappelle qu'au début de l'Internet, on était tous... maintenant, le monde va changer. Et aujourd'hui, on a du GAFAM. On discute que sur du Google. On n'est qu'en train de parler de cette centralisation. Et c'était la décentralisation. Et selon mon avis, ça s'est arrivé parce qu'on n'était pas capable... On s'est occupé que des problématiques techniques. On s'est dit, on va régler les techniques. Non, c'est des problématiques humaines. C'est des problématiques de nous-mêmes, de notre façon d'être prêts à changer notre gouvernance, à être prêts à laisser aller une partie de l'hierarchie et changer nous-mêmes dans le cadre de ces technologies. Et ça, c'est ce qui me manque aujourd'hui. Et je dis oui si ce changement et cette évolution se fait, et je dis non si cette évolution ne se fait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème technique pour moi, c'est un problème humain, c'est un problème d'acceptation, de responsabilité de chacun dans des décisions et des grandes décisions à prendre dans le monde. Bon, au moins sur ce point-là, vous allez tomber d'accord, non ? Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que la blockchain, selon qui en parle, c'est au mieux une révolution, au pire une bonne excuse pour se remettre en question. Parce que tout ce qui se passe actuellement avec les services, c'est aussi un petit peu le reflet de nous-mêmes. Et on voit même au niveau des réseaux sociaux, au niveau du cyberharcèlement, du trolling, et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui n'avaient pas été prévues dans le cahier des charges des développeurs, qui sont en train de se passer parce que l'être humain, par nature, va prendre un outil et va le détourner. Et donc ça, c'est vraiment difficile à prévoir. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut mettre... Ça serait quand même passionnant si on avait des sociologues, des philosophes, etc., qui participaient à la création d'un système. Aujourd'hui, c'est clairement pas ce qui est en train de se passer. Moi, c'est ce qui me fait peur. Puisque, donc je parlais de bonne excuse. Pourquoi ne pas dire, bon, on a eu l'expérience Internet, ça a un petit peu mal tourné, euphémisme. Là, avec la blockchain, on va avoir une espèce de chance de recréer certaines choses, parfois from scratch. Donc, on doit tout effacer et recommencer. Donc, pourquoi, cette fois-ci, ne pas se dire, bon, on va pas faire les mêmes erreurs, on va inviter plus de personnes à la table, on va bien penser ça, et on va inclure des choses qui sont liées à l'être humain, et on va penser usage. Et on va se dire, quels sont les garde-fous. Il y a des gens qui font même des ateliers un petit peu Black Mirror pour penser à comment ces technologies-là peuvent partir dans du dystopique. Mais ce qui est un petit peu embêtant, c'est que, pour ceux qui ont regardé Black Mirror, je vous assure qu'il y a énormément de choses dans cette série qui existent aujourd'hui. Et je pense que certains le savent. Et après, quand je vois ça et que je vais en réunion le lendemain matin et qu'on parle de créer un système de réputation, parce que techniquement parlant, ça nous intéresse juste par rapport à nos nœuds dans le réseau, on repense à cet épisode de Black Mirror où une personne a perdu sa réputation et a commencé à être ignorée par toute sa communauté. C'est des choses assez bizarres qui se passent et en fait tout est lié. Et à vouloir tout séparer, on risque effectivement de retomber face à ce mur. Donc oui, je suis d'accord. Oui, non, mais il y a des tas de choses dans Black Mirror qui sont déjà d'actualité. Bon, si je vous ai bien compris, tous les deux, le mot de la fin un petit peu à tous les deux en même temps, en fait les êtres humains sont bien moins prévisibles que les algorithmes, c'est ça l'idée ? On est tous des algorithmes. Oui, c'est moins prévisible que les algorithmes, très clairement. Et peut-être un dernier mot, quand j'étais à l'Aracon, ça fait quelques semaines à Berlin, et on discute toujours sur comment on peut prendre les décisions, mais ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas les décisions. Le problème est de faire en sorte que les meilleures idées sont là pour prendre des décisions. C'est-à-dire que tout ce travail en amont, et tu l'as dit très clairement, c'est ça ce qu'il faut faire. Ça, c'est le travail de fond qu'il faut faire pour que blockchain, pour que cette révolution dont on parle, elle peut avoir lieu. Si on ne le fait pas, on va être ici dans 20 ans et on parlera de la même façon de ce moment-là qu'on parle de GAFAM aujourd'hui. Enfin, vous serez là, moi dans 20 ans, je ne sais pas. On viendra ici pour débriefer. Bon, écoutez, j'espère que ça aura rassuré Eric Sadin sur le fait que quand même, on aura encore besoin d'êtres humains pour faire avancer tout cela. Je pense Merci. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Je pense même qu'on peut utiliser ces technologies pour aider les êtres humains. Et un point qu'on n'a pas abordé, mais je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, c'est la blockchain en dehors de la finance, en dehors de la spéculation, en dehors de ce qui est couvert à 90% par les médias, à savoir tout ce qui est impact social. Et donc, il y a des projets, et moi je travaille sur un projet de santé sur la greffe rénale, où justement la blockchain et la cryptographie peuvent nous permettre de créer un système pour aider les gens à accéder à un rein plus rapidement. Et ça, je j'ai pas arrêté de vous parler de changer le monde. Oui, je sais. Vous m'avez ramené à la finance à chaque fois.
choix. Mais moi, dès que je suis blockchain public, blockchain privé, je... Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez en place. Merci de les applaudir d'abord tous les deux. Alors, moi, je serais dans le public, j'aurais quand même du mal à départager parce que vos points de vue étaient assez complémentaires, mais l'idée, c'était qu'on fasse un vote. Donc, on va commencer à l'applaudimètre et je vous demande d'y mettre donc tout votre cœur. On va commencer par applaudir Marco Owen. Et Sajida Zouari. Bon, Marco, je suis désolée, mais l'Agora. La prochaine fois. Voilà, l'Agora a parlé manifestement. Merci à tous les deux. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci. Je vous laisse rejoindre vos places.